Culture Switch. Bonjour, c'est Sonia et vous êtes sur Culture Switch. Aujourd'hui, je reçois Rhoda Chokokam. Rhoda est directrice artistique, photographe, critique et autrice. Elle vient de publier le livre « Sensible, une histoire du R&B français » dans lequel elle parle de la richesse du R&B français et sur toutes ses spécificités. Je suis ravie de discuter de tout cela avec Rhoda dans un entretien qui va s'avérer hyper riche. Hello Rhoda. Salut Sonia. Comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Très bien. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui merci dans pour cet l'invitation. épisode Merci. qui va être hyper intéressant. Je l'espère. Je pense. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Rhoda Chokokam, comme tu l'as dit, directrice artistique, critique, autrice, ou plutôt quelqu'un qui écrit. J'aime bien dire que je suis juste quelqu'un qui aime bien écrire. D'accord. Et photographe. Ok. Voilà. Ouais. C'est quoi la différence entre autrice et quelqu'un qui aime bien écrire ? Je pense que, tu vois, autrice, il y a un peu le titre d'auteur publié. Et quelqu'un qui écrit, je pense que c'est quelqu'un qui écrit aussi à la fois pour être publié, mais aussi pour elle-même. Donc, du coup, j'aime bien aussi l'idée de juste me dire que... D'accord, c'est hyper j'écris. important, oui, de faire la différence. C'est pas important. Non, je pense, non, oui. Parce que je pense qu'il y a, la différence, ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours ? Ça dépend, tu veux que je commence où ? Tu commences par toi, où tu as grandi, ce que tu as pu faire comme études, ce qui t'a inspiré, Wow. comment t'en es arrivée à être aujourd'hui à la fois directrice, photographe, quelqu'un qui écrit. Quelqu'un qui écrit. Quelqu'un qui écrit. Parce que tu as fait énormément de choses. Donc, oui, j'ai fait important. pas mal de choses un peu différentes. Donc je suis née à Paris. Mais j'ai grandi à Douala, au Cameroun. D'accord. J'ai grandi à Douala jusqu'à mes 17 ans. Je suis allée à l'école. Une enfance assez intéressante et superbe en Afrique centrale. Je suis arrivée en France, je suis revenue entre guillemets en France en 2008 pour mes études, parce que je venais pour faire une fac d'éco. Je sais pas trop pourquoi. Je voulais faire, en fait, en partant du Cameroun, je voulais faire de la publicité, mais je ne savais pas comment faire de la publicité. Donc, je me suis dit, je vais d'abord aller en éco, vu que j'ai un bac B, en fait, c'est l'équivalent de ES. Voilà, c'est ça. Donc, je vais faire de l'éco. J'ai fait de l'éco pendant 1 an. C'était absolument ennuyeux et chiant. Et donc, en arrivant, je me suis dit, bon, comment faire de la pub ? Donc, j'ai fait des petites recherches sur Internet et je suis tombée sur des écoles de com. Ok. Donc, une école de publicité que j'ai intégrée, du coup, pendant ma deuxième année ici. Donc, tu as commencé la fac, Ouais. tu as laissé tomber et tu as fait les... Ok. Et puis après, je suis entrée en école de com. Comme communication. Communication. Pas oui, commerce. pas commerce. Non, pas commerce. Non, pas commerce. Ok. Communication où j'ai fait toutes mes études, quoi. J'ai fait 3 ans de bachelor et puis 2 ans de un master 1 et un master 2. Une école parisienne qui était, je sais pas si elle est toujours, j'étais chez Sup de Pub. Oui. Je donne des cours à Sup de Pub. Ah oui, c'est drôle ça. Quand même une école assez connue, reconnue, prisée. Oui, voilà, donc à l'époque, donc fin des années 2000. Je sais pas, tu sais, depuis que j'ai quitté Sup de Pub, je n'y ai jamais remis les pieds, donc je ne sais pas. Donc j'étais à Sup de Pub, j'ai fait donc mon master là-bas. Et puis après, voilà, diplômée. Et donc en sortant de là, j'ai fait j'ai fait mes études, mais du coup j'ai choisi de faire de la création, donc de la direction artistique. D'accord. Donc je sortais, j'ai un diplôme de directrice artistique, etc., chef de publicité, blablabla. Et donc en sortant de là, ma dernière année de master, je l'ai faite à Chicago.
Donc Ok. à Chicago à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, on avait la On avait la possibilité. possibilité de partir à de l'étranger. partir à C'était un l'étranger. Erasmus. C'était pas vraiment un Erasmus, disons, c'était un Erasmus. Un échange ou, Ouais, c'était ok. on va dire, c'était un échange, ouais. D'accord. C'était la première année, on était juste 5 étudiants. En plus, c'était un peu une année de test. Donc j'ai fait ma dernière année de master à Chicago. Je suis revenue en France pour faire mes derniers stages de fin d'études, etc. Mhm. Et puis, dans mon tout dernier stage, j'ai eu la possibilité de partir à New York. Donc, à ce moment-là, donc, je travaillais pour une agence de design qui était intégrée à TBWA, du coup, Paris. Oui. Je crois qu'elle était intégrée, oui. Aujourd'hui, elle s'appelle Zaka. Elle Non, je s'appelait, ne connais pas par contre. ouais, elle s'appelle Zaka. TBWA, oui, je connais. Voilà, c'est ça. Ok, Donc, grosse agence de pub. Exactement. Et donc, j'ai eu la possibilité de partir à New York pour travailler. Je suis partie donc, juste après mon stage de fin d'études. Et j'ai travaillé du coup chez TBWA à New York, ma première année en tant que, on va dire, travailleuse, etc. Donc voilà, on va dire que directrice artistique, ça vient de là. Ok. Déjà, on va commencer par là. Je pense que c'est... Et t'as fait quoi exactement chez TBWA à New York et Oui, est-ce que excuse-moi. t'as aimé? Comment ça s'est passé? C'était assez intéressant, je pense, surtout quand tu viens d'un système qui est français et là Ouais. tu arrives aux États-Unis où j'ai envie de dire, je pense que mon expérience aussi, elle a été vraiment enrichissante aussi grâce à la boss que j'avais, Mhm. qui était donc je travaillais spécifiquement pour le service design donc de TBWA. D'accord, ok. Donc j'étais art director junior, mais en même temps je travaillais aussi pour le service design, donc designer junior. Et en fait ce service-là, on va dire, passait après le service, donc après les DA. Oui. Donc quand il faisait une campagne par exemple, il fallait qu'elle soit peaufinée, trouver les bonnes typos, mieux la faire, etc. Et la campagne arrivait dans notre service. Ok. Et donc à l'époque, ma boss elle était superbe. Elle était superbe. C'était vraiment quelqu'un qui était là pour te nourrir, on va dire. Je me rappelle, il y avait des fois, elle vient te voir et te dit bon, est-ce que tu as quelque chose à faire? Non, elle va te dire bon bah prends ma carte, va au MoMA, quoi, va voir des œuvres, va t'acheter des livres, etc. Donc c'était vraiment Elle est en fait vraiment là pour t'aider à développer ta créativité, Exactement. ton sens Exactement. esthétique, etc. Une exactement. approche. C'est pour ça que je pose la question, parce que je savais que ce que tu allais dire. Et en fait, les gens les Français Oui. qui vont travailler à New York, ils font toujours ce retour sur le fait que le management est tellement différent et on est tellement là pour développer les gens. Complètement. Là, je casse un peu le système français, mais Complètement. bon, c'est pour que les gens se disent qu'ils peuvent aussi aller à New York travailler et bénéficier de ça. Et donc du coup cette expérience-là était, je pense qu'elle m'a vraiment aussi confortée aussi dans l'idée peut-être que je n'avais pas spécifiquement envie de faire de la DA, de la pub, parce que j'étais beaucoup plus intéressée par ce qu'on faisait en fait en design par exemple. On passait des heures à choisir la bonne typo, à sortir, elle dit vas-y sortons, allons voir des expos, etc. Et je me disais bon là j'ai pas forcément, je fais ça en même temps et j'ai pas forcément envie de travailler sur des marques de boîtes de conserve ou de trucs pour chat. voilà exactement. Voilà. Donc, Ok. mais j'avais les deux, je faisais les deux en même temps. Mhm. Mais rapidement, je me suis dit, bon, est-ce que réellement le monde de la publicité, c'est un monde dans lequel je me vois évoluer pour le reste de ma vie? Mais en tout cas, à ce moment-là, voilà, je venais d'avoir mon diplôme, jeune diplômée, t'es à New York, t'es là, ça pète, quoi. Franchement, ça claque. Ça pète. Donc, je suis restée un peu plus d'1 an. Je suis rentrée en France en 2015. Ouais, 2015. Donc, en revenant en France, je me suis mise en freelance pendant quelques temps. Puis ensuite, j'ai travaillé. C'est très Juste, tu pourquoi t'es rentrée en France? Non, tu pouvais pas rester pour des questions. En fait, je suis partie en tant que trainee, ouais, tu vois, trainee, okay. Et donc du coup, c'est un visa voilà, apprenti en fait. Et donc ce visa-là, j'ai pu le faire au maximum. Et en revenant, du coup, je devais refaire, ils devaient qu'on appelle ça sponsoriser à l'époque, c'est ça. Exactement, c'est comme ça que ça marche. Et donc ça, justement, c'était pas compliqué, mais entre ce qu'une agence de publicité, je pense que toi aussi, t'es du milieu, donc tu sais comment ça marche. Et à New York, ça bouge beaucoup, énormément. Donc, et moi, j'étais jeune diplômée, donc quand je suis revenue, je me suis dit, est-ce qu'ils vont réellement le faire? Est-ce que réellement, ils vont préférer prendre une petite Française
qui vit à Paris alors qu'ils peuvent trouver quelqu'un pour la remplacer en 2-2 à New York en fait. À New York, dans une grosse boîte comme ça. Exactement. Pourquoi se mettre en fait dans toutes ces démarches pour me faire venir, et tout le temps c'était mais tu vois, je parlais à ma boss, elle me dit oh yeah we working on it, et puis après j'ai compris j'ai dit bon à l'américaine, c'est dit, pour te faire comprendre sans te dire non, parce qu'on dit pas trop non aussi dans cette culture là. Exactement. Okay. Ouais. Donc du coup je suis revenue en France. À la base c'était bon, je suis censée repartir, mais après voilà, il fallait travailler ici en fait. Donc à ce moment-là je me suis dit bon, j'avais pas forcément l'intention d'être en France là pour le moment, donc je vais mettre à mon compte, je vais mettre en freelance d'abord, et puis à ce moment-là je me suis dit, j'ai commencé à, on va dire, penser à peut-être rentrer en Afrique aussi, parce qu'il y avait aussi cette idée de, j'ai fait mes études, je suis partie un peu aux États-Unis, et là j'aimerais bien voir ce que ça donnerait en fait de travailler aussi sur le continent. Donc, de toute façon moi j'ai grandi en fait en Afrique. Donc pour moi c'était un peu une sorte de logique à un moment donné de rentrer. J'ai passé pas mal d'entretiens en plus pour travailler à Abidjan, à Douala, etc. Parce que moi je viens de Douala, mais du coup à Abidjan. J'ai eu une proposition même pour travailler à Douala, dans une agence aussi, une grosse agence, mais qui avait des bureaux du coup à Douala, et je n'ai pas pris, j'ai pas accepté, parce qu'en fait au même moment, et ça qui est un peu bizarre dans mon parcours, c'est qu'en 2015 je commence à écrire aussi. Pour expliquer, donc DA, on a déjà, c'est fixé, on sait pourquoi je suis DA. Voilà. Et donc pour la personne qui écrit, j'ai commencé donc en 2015 à écrire sur la musique. Et donc disons que j'ai commencé à cette époque-là parce que j'avais régulièrement des discussions avec une très bonne amie à moi en fait. On avait des discussions animées sur le R&B en général. C'était vraiment super, des longues discussions, etc. Sur quoi? Juste que tu mais surtout... Vous n'étiez pas d'accord sur quoi? Parce que tu dis que c'est animé. On pouvait être d'accord, mais tu sais, on pouvait passer des heures à se dire, mais le premier album de Kélis, tel titre, etc. etc. On discute, on se retrouve dans le métro, sur le quai pendant 1 heure à discuter d'un truc, etc. Et puis, c'est elle qui m'a dit, un jour, elle m'a dit, mais Rhoda, à chaque fois on discute tout le temps de musique, tu devrais peut-être commencer à écrire. T'as beaucoup de choses à dire. Exactement. T'as un point de vue intéressant là-dessus. Exactement. D'accord. Et elle, du coup, elle écrivait déjà pour Vice. À l'époque, ils avaient leur site musical qui s'appelle Noisy. Qui existait aussi aux États-Unis, et donc ils avaient une version française, et elle écrivait pour Noisy. Et donc il faut que je la cite quand même, cette amie, s'appelle Crystal O'Herry, a.k.a. Crystal Mess, DJ, artiste, etc. Et donc à l'époque, donc c'est elle qui me dit voilà, tu devrais écrire, etc. Et donc en 2015, c'était un moment dans le R&B américain où il y avait cette sorte de nouvelle vague d'artistes qui faisaient ce qu'ils appellent du trap R&B. C'était à l'époque de Bryson Tiller, de Party Next Door, etc. En tout cas, le R&B commençait à prendre une forme où les chanteurs rappaient aussi. Donc il y avait ce truc un peu de dualité qui pour moi en fait était aussi très influencé par Drake en fait. Et donc à ce moment-là, j'étais un peu obsédée par cette sorte de shift là qui s'opérait dans le R&B. J'avais envie d'écrire dessus. Et donc mon premier article était justement sur est-ce que le trap R&B vient pour entre guillemets sauver le R&B entre guillemets. Et donc ça c'était mon premier article. J'ai commencé à écrire pour Noisy, et puis en 2016 j'ai eu l'idée aussi de lancer un média. Donc au même moment où je suis en train de chercher une opportunité, j'ai une proposition pour aller travailler en Afrique, etc. Je commence à faire d'autres trucs en fait, du coup pas forcément dans ma carrière officielle, mais sur le côté. Sur tes passions, on va dire. Exactement. Et donc du coup je commence à écrire, et en même temps je lance un média parce que en vivant à New York en 2014, j'ai ouvert une sorte de blog qui était un blog visuel de recherche en fait. Et je faisais de la recherche, on va dire, sur la présence des femmes noires dans l'art contemporain, mais spécifiquement dans la photographie. Parce que du coup, je suis photographe aussi, mais ça, on va en parler. Mais disons que moi, je suis photographe, je pense, depuis plus longtemps que directrice artistique. Je fais de la photo depuis mes 11 ans. Voilà. Donc du coup, ça c'était aussi une sorte de suite, on va dire un peu logique, voilà. Et donc du coup, je lance ce site-là qui est à un moment où je me pose beaucoup de questions sur donc la présence du corps féminin, des femmes noires dans l'art, dans les arts visuels, spécifiquement dans la photographie, parce que je suis photographe moi-même.
je fais des recherches et ces recherches-là, elles se retrouvent donc sur ce blog qui s'appelle Atouba à l'époque. Et donc, Atouba à l'époque, il s'appelle toujours Atouba aujourd'hui. Ok. Et donc, du coup, ce blog-là, en fait, j'ai très rapidement pas mal de personnes qui commencent à suivre le blog, en fait. Parce que ce qui est intéressant avec Tumblr, en tout cas au début des années 2010, c'était que c'était un espace où il y avait pas mal de blogs, justement, liés aux arts visuels, mais spécifiquement noirs aussi. Donc c'est un blog, il y avait des blogs comme Black Contemporary Art qui est assez connu aussi, il y avait Manufactoriel aussi qui était un blog aussi de recherche visuelle aussi pareil, et donc moi quand j'arrive je suis un peu entre ces blogs là, mais ce qui m'intéresse spécifiquement c'est plutôt la place des femmes noires, et au même moment je suis plutôt aussi dans des lectures qui sont très politiques. Je lis beaucoup sur le black féminisme américain, je lis beaucoup sur les révolutionnaires noirs américains ou africains, etc. Donc j'ai pas mal de choses en fait comme ça qui se passent, et j'ai besoin d'un espace pour pouvoir en fait on va dire retranscrire visuellement ce qui est en train de se passer dans ma tête. D'accord. Et donc en arrivant en France, donc en 2015, je pense que ce qui saute aussi aux yeux quand on part d'un pays comme les États-Unis et quand on arrive, on revient à Paris, c'est qu'on voit à quel point il y a un manque incroyable d'espace. Sur ces sujets-là, il n'y a personne qui s'exprimait. Ce que j'allais dire, c'est que pour moi, c'est parce que tu étais à New York et que tu as vu justement voilà, on parle beaucoup plus de tout ça. Il y a des livres, il y a des auteurs, il y a des talks, il y a tout, quoi. Et t'arrives ici, il y a un vide, en fait. Oui, complètement. Et surtout je pense que ce cheminement-là, il commence aussi en 2013 quand je vis à Chicago. Parce que quand je suis à Chicago, c'est au moment où il y a justement la fin du procès de Zimmerman, le mec qui avait tué Trayvon Martin, qui est donc ce procès-là, le verdict est à l'origine de Black Lives Matter. C'est vraiment à ce moment-là en fait qu'il y a justement un peu ce mouvement qui se crée. Donc moi je suis aux États-Unis à ce moment-là, je suis à Chicago, qui est une ville aussi qui est quand même très politique aussi, il y a une forte présence afro-américaine, noire-américaine à Chicago. Et donc à ce moment-là quand même, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se passer. Je vais à New York entre 2014 et 2015, le mouvement est toujours très fort, il y a Mike Brown, il y a plein de choses qui se passent en fait. Je vais même dans des manifs aussi quand je suis à New York. Et puis à New York, je vis à Harlem. Donc du coup, il y a aussi... Donc là, on va dire la boucle est bouclée. Donc tu vois, il y a un mélange de choses comme ça et puis je rentre à Paris et là, c'est le vide. Donc et là, du coup, toi, tu décides d'écrire. Et là, je commence à écrire et en même temps, je me dis, ce blog que j'ai, qui est très suivi sur Tumblr, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas être un média au final. Et c'est aussi un moment où en France il y a l'émergence aussi de l'afroféminisme. Il y a pas mal en fait de femmes noires sur internet qui commencent à parler de sujets tu sais, qui parlent d'antiracisme, de féminisme, etc. Et il commence à y avoir des figures. C'est au même moment que Amandine Gay, elle commence aussi elle commence à tourner son film. Elle commence à tourner, ouvrir la voie, etc. Donc il y a plein de choses qui se passent comme ça. Et moi, quand j'arrive, je me dis, ok, moi en fait, je viens de la publicité, je suis une communicante entre guillemets, mais en même temps, je suis photographe, j'ai tout ça en fait, j'ai toutes ces compétences-là, j'écris en même temps. Pourquoi est-ce que je ne créerais pas un média en fait, un média qui pourrait être une sorte d'extension de ce blog visuel? Et qui pourrait être un espace en fait pour des femmes, des critiques, parce que moi j'étais critique du coup, j'écrivais sur la musique mais en tant que critique, des femmes photographes ou des meufs qui écrivent en fait, en tout cas mais des femmes noires qui pourraient avoir un espace pour s'exprimer en fait. Et c'est comme ça, du coup, qu'en 2016, je commence à monter ce site-là. Donc, je refuse la proposition, en fait, en Afrique. En Afrique, parce que tu as des choses à faire ici. Exactement. Okay. J'ai commencé, en fait, à lancer un peu mes projets ici. Je me dis, bon, peut-être qu'il faut que je reste un peu plus longtemps ici et que je continue, en fait, à faire Donc, je lance, du coup, Atouba en 2016. En même temps, je travaille aussi sur un podcast qui est un podcast autour du bien-être des femmes noires, qui s'appelle Excel by Atouba, que je lance en fin 2016-2017. C'est le premier podcast en fait du genre en plus. Parce que en ce temps-là, il n'y avait pas autant de podcasts. Exactement, ouais. Et ça, pareil, c'est parce que tu as vu qu'il y avait beaucoup de podcasts. Exactement. Je veux dire, les US sont toujours en avance là-dessus. Exactement. En plus, il y avait un podcast en particulier qui m'inspirait beaucoup, qui s'appelait à l'époque Black Girl in Home, qui était un podcast justement qui était plutôt tourné vers le bien-être des femmes noires, etc. Et donc moi, quand j'arrive, je me dis, je lance un média, mais en même temps, c'est intéressant aussi d'avoir une sorte de version audio aussi de ce média, et qui serait pas forcément très artistique, politique, etc., mais qui serait peut-être
plus liés au bien-être, parce que c'est Mhm. pas forcément des sujets qui étaient abordés. En plus, à l'époque, on parle d'il y a 8 ans quand même, 8-7 ans. Donc en 2017, je lance donc, Exiled by Atouba. En même temps, mon site, je le lance en 2016. Donc je suis en France. Là, il faut que je sois là, en fait, littéralement. Et donc en 2017, ensuite, donc on a expliqué quoi? On a expliqué DA. On a Donc parlé DA, on ça a a parlé du sens. du DA, on a parlé donc de De ce média. Et le l'écriture, un média, peu. il est que sur Internet. Oui, donc. il est sur Ok. Internet, c'est un média qui est digital. Après, ce que j'essayais de faire principalement, c'était d'avoir des événements physiques. Ok. En fin 2016, notre premier événement, c'était un événement autour du clip vidéo Mhm. qu'on avait fait à la Colonie Barré. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet espace. Ah, la colonie, oui. Oh oui. là là, oui, la colonie. La colonie, ouais. Oui. Qui, Ça a fermé malheureusement avec le Covid. Exactement. Ah, il y avait des talks là-bas. Exactement. Mhm. Et donc, c'était à l'ouverture de la colonie. Nous, on avait fait une sorte de conférence. Enfin, j'aime pas dire conférence parce que c'est très. Je viens avec mes papiers. disons, c'était un rassemblement autour de la question des clips vidéo. Où on a parlé de Hype Williams, par exemple, la place de Hype Williams dans les clips aux États-Unis spécifiquement. On a parlé des clips de dancehall, on a parlé des clips de soul music, etc. Et donc, du coup, Atouba, c'était à la fois donc, une sorte c'est un espace qui est sur Internet, mais qui se voulait aussi qui on va dire relayait physique. Voilà, fait. ok. Donc, c'était pouvoir rencontrer aussi des personnes, pouvoir faire des événements, des ateliers, etc. Et on avait fait des open mic aussi à l'époque. On avait fait ces conférences-là. J'avais fait des choses aussi au Cameroun. J'ai fait des ateliers au Cameroun autour de la contribution des femmes camerounaises aux luttes d'indépendance au Cameroun, par exemple, en 2018. Donc voilà, c'était un peu en même temps avoir donc des publications sur le site, des articles qui soient parfois des textes en fait écrits par des femmes. Sur plusieurs sujets, ou alors des critiques, ou alors parfois aussi des essais photographiques, etc. Ok. Et donc en 2017, je pense que ça aussi, c'est peut-être aussi un élément assez important dans mon parcours, c'est je commence Piment, qui est donc, je rencontre pas. Bintou Silla, on se connaît déjà. Bintou Silla, du coup, qui est productrice de musique, qui a créé Sillart Records, aujourd'hui qui a Wéré Wéré Musique, etc. Et donc à l'époque, donc elle a cette possibilité d'avoir une émission sur Rinse, qui est donc une radio indépendante anglaise, qui avait donc aussi des bureaux à Paris. Et à ce moment-là, elle avait 2 heures et elle disait voilà, j'ai envie de faire une émission de 2 heures. Et on parle aussi d'un moment où il y a pas mal, c'est ce moment-là que les podcasts natifs, entre guillemets, commencent à naître, où il commence à y avoir un peu plus de podcasts aussi politiques sur la question noire en France, conditions, etc. Et à ce moment-là, on se dit ok, nous on a envie de parler de politique parce que de toute façon, toutes les personnes avec lesquelles on allait faire ce podcast étaient des personnes très impliquées aussi politiquement, très engagées, etc. Donc il y avait Bintou Silla, il y avait moi-même, il y avait Célia Potiron et il y avait Cristiano Soglo. Okay. Et donc on a créé Piment, qui se voulait être une sorte d'émission un peu ovni, où on allait parler de musique parce qu'on était tous un peu intéressés par la musique, mais on allait parler de politique, de sujets de société. Il devait y avoir des chroniques, on invitait des DJ aussi à la fin des émissions pour faire des sets, etc. Mais l'idée, c'était aussi d'avoir une sorte de réunion des diasporas, on va dire, noires, parisiennes, je dis parisiennes, de France, dans le sens où moi, je suis camerounaise, j'ai grandi au Cameroun, Célia est martiniquaise, Bintou elle est malienne, sénégalaise, Cristiano Soglo, il était béninois. Et donc, c'était avoir en fait déjà cette sorte de discussion pour montrer que quand on est en France, quand on est noir en France, on est beaucoup de choses en même temps. On n'a pas forcément les mêmes parcours, on n'a pas grandi au même endroit, mais en tout cas, on se retrouve un peu autour. On se retrouve à Paris déjà. Je pense que Paris aussi a une histoire assez particulière dans on va dire la rencontre des diasporas en France. Et donc, c'était ça qui était intéressant pour nous, d'avoir cet espace-là. Et donc, on a commencé Piment. Piment qu'on a fait pendant 2 ans chez Rins, et puis en 2019, entre 2019 et 2020, on était sur Radio Nova. Donc on est passé de Rins à Voilà, moi je crois que j'ai connu ça sur Nova plutôt. Exactement. Oui. Donc voilà, et ensuite à la fin de cette émission, on a sorti un livre donc en 2020 qui s'appelait Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation, etc., qui est la première publication que j'ai coécrite. D'accord. C'était très long ça. Waouh. C'est énorme. Ok.
Donc voilà, j'ai parlé pendant littéralement 5 minutes, mais je pense que c'est important en fait de pouvoir avoir une sorte c'est important d'expliquer ce que constellation tu as un peu, fait de et comment t'en es arrivé comment j'en arrive là ouais. aujourd'hui. Et du coup, on a un peu moins parlé de la photo, non ? Oui, bah du coup la photo en fait, disons que la photo ça a jamais été quelque chose que je faisais ou que ça ne fait que 2 ans que je me considère vraiment comme photographe en fait. Mais pourtant ça fait depuis je l'âge fais de la photo 11 ans depuis que tu 11 fais ans. de la photo. Exactement. Pourquoi tu te considères photographe que depuis 2 ans ? Parce que je pense que c'est vraiment depuis 2 ans que je me suis dit que je pouvais en faire mon métier en fait et que j'avais peut-être beaucoup plus de temps aussi à un moment donné pour m'investir dans mes séries, avoir du temps pour penser en fait ce que j'allais faire en tant que photographe, etc. Mais la photo, oui, ça commence. J'ai eu mon premier appareil photo à 11 ans. J'ai demandé à ma mère de m'acheter un Kodak. Je faisais des photos de mes potes à l'école, etc. Et puis, j'ai eu des appareils photo tout le temps entre mes 11 ans jusqu'à je pense jusqu'à mes 20 ans à peu près. Je pense que j'ai toujours eu un appareil photo, mais il y a un moment où j'ai arrêté de faire de la photographie parce que je pense que j'avais l'impression, enfin, je ne pense pas, j'avais l'impression que je ne progressais plus, en fait, en tant que photographe. C'est-à-dire que je regardais ce que je produisais et je me disais, mais en fait, il n'y a pas de progrès, en fait. J'ai l'impression que ton œil n'évolue plus, en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai arrêté de faire de la photographie, en tout cas avec un appareil photo extérieur, et j'ai commencé à faire plus de photos avec mon téléphone. Ok. Donc, il y a 2-3 ans, je pense, entre 2014 et 2018 où je fais moins de photos avec mon appareil photo et j'en fais plus avec mon téléphone. Et puis à un moment donné, en 2018, je me dis que c'est peut-être le moment de reprendre une caméra. Et à ce moment-là, je décide de faire de la photographie argentique plutôt. Parce que je me dis, j'ai fait de la photographie numérique et là, ça fait un moment que je ne fais pas de photographie. Donc j'aimerais me challenger, avoir peut-être aussi un processus qui sera plus lent que le processus quand on fait de la photographie numérique où on prend la photo, elle est là tout de suite. Quand on fait l'argentique, on est obligé d'être lent, ça coûte cher aussi. C'est vrai. On est obligé d'être lent, il faut acheter des pellicules, on sait pas ce qu'on fait comme photo, donc du coup il faut être il faut prendre ça demande beaucoup de temps en fait. T'es plus dans la précision. Il faut être très délicat et je pense qu'à ce moment-là c'est ce dont j'avais besoin pour me remettre dans la photographie de façon plus sérieuse et donc voilà. Du coup qu'est-ce que tu photographies ? C'est non, parce que je vois que c'est pareil dans la photographie, tout le monde a ses spécialités. Alors justement en parlant de musique, il y en a, c'est les concerts quoi. Il faut des photos de concerts. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu photographies ? Je pense que on dira que je suis plutôt dans la photographie documentaire. Donc, je fais pas de la photographie entre guillemets commerciale, même si ça peut je prends aussi des commandes, etc. Par exemple, j'ai fait un article pour le premier numéro de Air Afrique, le magazine Air Afrique, où j'ai photographié du coup Penda Diouf. Donc là, c'est le genre de assignment que je peux prendre. C'était à la fois un portrait aussi, il fallait que j'écrive sur elle, donc c'était les deux en même temps. Et j'aime bien aussi à chaque fois allier aussi l'écriture et ma photographie. Mais en tout cas, mon approche de la photographie, elle est documentaire, pour trouver un terme assez, on va dire, concret. Mais je pense que j'ai aussi une photographie qui est complètement intuitive. Disons que quand je prends mon appareil photo, je ne sais pas toujours ce que je vais prendre en photo. D'accord. Parfois, mais il y a quelque chose qui, voilà, on va dire, qui attrape ton œil et qui dit là, il faut que je le photographie. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi quelque chose que je ressens. Et donc, en général, comment je constitue mes séries, c'est je vais prendre beaucoup de photos et ensuite je vais regarder ce que j'ai produit. Et puis, il y a quelque chose en fait qui va devenir évident pour moi. Et c'est à ce moment-là en fait que je commence à me dire, ok, j'ai la direction. Mais très rarement, j'aurai l'approche qui est très documentaire. Parce que la France, quand même, c'est le pays de la photographie documentaire, de Cartier-Bresson, etc. Et donc, il y a ce truc un peu mais photographie documentaire, quand même, je pense que c'est important de le préciser, de photographes blancs qui, eux, font du documentaire sur l'ailleurs, sur l'autre. Donc, le documentaire, il faut prendre son avion, il faut aller en Afrique et faire des photos de personnes qui souffrent ou de ou de girafes, voilà, ou de aussi, voilà, pour ressentir quelque chose, voilà. Et moi, justement, j'ai un problème avec cette approche, justement, de la photographie documentaire. Et donc, quand je dis documentaire, c'est plus pour me situer dans quelque chose de concret. Mais je dirais intuitif. Je pense que c'est peut-être le mot qui correspond le mieux à ce que je fais. Intuitif et aussi très personnel. Parce que je pense que la plupart de ce que je photographie est très lié aussi à ce que moi, je ressens à un moment donné et à ce que moi, j'ai envie de voir, en fait, à ce moment-là. Okay. J'espère que j'ai répondu à ta question. Hyper intéressant. Non, c'est très intéressant. Et du coup,
où est-ce qu'on voit les photos? Bon, c'est normalement une question que je pose à la fin, mais comment on voit tes photos? Mes photos, elles sont sur Internet. Elles sont sur Internet. Elles sont sur mon site ou alors sur Instagram, etc. D'accord, Ouais. ok, c'est très important. Alors, Oui. on va parler un peu Oui. de ton actu. Oui, quand même. On est là pour ça. On est là pour ça. Non, mais il s'est passé un truc pour moi qui est quand C'est même un truc de fou. C'est que, voilà, moi ayant grandi, je ne vais pas donner mon âge, hein, mais ayant grandi dans les années 90 avec une musique qui était quand même une musique, je sais pas comment la qualifier, mais voilà, hyper importante, quoi. Enfin, tu vois, qui s'appelle le R&B. Toi, tu as choisi d'écrire un livre sur le R&B. Ouais. Pourquoi? Bah déjà parce que je suis passionnée de R&B. Je suis D'accord. passionnée de musique en général. Enfin, j'ai toujours écouté énormément de musique, mais le R&B spécifiquement, c'est une musique en fait que j'écoute depuis que je suis très jeune. C'était très rapidement la musique que j'ai considérée comme étant ma musique, la musique qui me parlait à un moment où quand j'écoutais ce que mes parents écoutaient, j'étais là, bon, c'est pas des trucs en fait pour moi ça. C'est-à-dire, ils écoutaient quoi? Alors mon père écoutait pas mal de jazz. D'accord. Jazz, de free jazz, etc. Ma mère, elle, c'était plutôt des choses qui étaient locales, on va dire. Elle écoutait beaucoup de musique religieuse aussi. Donc du coup, moi, en tant que jeune fille qui était voilà, à la maison, il y avait ça, il y avait ma mère, il y avait mon père. Mon père, c'était le jazz. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup de jazz et de free jazz. Mais à l'époque, tu imagines, en tant quand t'es jeune, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ça te parle moins, on peut comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en même temps, du coup, j'avais aussi la chance d'avoir des grands cousins, oncles, etc., qui écoutaient, eux, du rap quand même, et écoutaient du R&B, donc du Tony Braxton, etc. Donc ils n'écoutaient pas de funk parce que au départ, c'était beaucoup la funk aussi. Hein. Bah, c'est intéressant surtout quand parce que... Enfin, voilà, je sais pas, mais quand tu grandissais dans les quartiers... En France, mais j'ai grandi à Douala. Voilà, oui, en France, on était beaucoup sur la funk. Ouais. Et à la funk, d'un côté, il y avait le rap. Puis après, voilà, il y a eu ce... Enfin, après... En parallèle. Oui, pas en après. parallèle en même temps, ouais. Le R&B, US, et puis après, paf, explosion en France. Bah, en France, spécifiquement, ouais, je pense que c'est une spécificité française. Je pense qu'aux États-Unis aussi, dans les années 80, ils écoutaient du funk. Mais moi, je suis née au début des années 90, donc à ce moment-là, les personnes autour de moi, c'est plutôt du rap. Voilà. Ou alors, quand tu sors, tu vas écouter du Makossa. Moi, j'ai grandi au Cameroun, quoi. Oui. Donc, Makossa, il va y avoir du zouk, il va y avoir en tout cas des musiques, du dombolo, des musiques en tout cas qui sont dans l'espace africain central de cette période-là, tout en ayant aussi des musiques qui viennent de l'extérieur, des États-Unis spécifiquement. Mais donc, honnêtement, c'était pas... etc. En tout cas, pour moi qui ai grandi ici, c'était un mélange de tout ça. Hein. Ouais, c'était un mélange de tout ça. Quand oh là là, je racontais ma vie. Mais quand j'allais en boîte, enfin, tu vois, tout ce qui est dombolo, etc. C'était là. Voilà. Oh, puis on te mixe du dombolo, on te mixe du rap, on te mixe du... Il y avait tout ça. Ça faisait vraiment partie de la culture. Bah, parce que les parents écoutaient aussi beaucoup ces musiques-là. Ouais, bah normal, si les parents sont aussi de la diaspora africaine et que c'est leur musique, bah tu vas l'entendre, quoi. Mais moi, du coup, la musique, en tout cas, qui me parlait spécifiquement, c'était le R&B. Je me disais, dans tout ça, là, j'aime bien, je peux écouter des trucs, etc. Mais qu'est-ce qui te touchait? Mais ce qui me touchait, c'était déjà, en fait, l'idée même que les personnes qui chantaient, c'était des personnes peut-être, entre guillemets, qui me ressemblaient, j'étais jeune, hein, mais c'était tu vois, ils étaient cool. En fait, il y avait l'idée du cool américain, je pense, qui intervient à ce moment-là aussi, je pense que pour être un peu moins, on va dire, moins... candide, je pense qu'il y a aussi tout simplement l'impérialisme américain. Enfin, à un moment donné, tu regardes la télévision, tu vois des Américains, enfin certes c'est des Noirs américains, mais ça reste des Américains et ils parlent anglais, et puis il y a un certain cool aussi qui arrive avec ce à quoi ils ressemblent. Et à ce moment-là... Il y avait pas... Bon, je sais pas si toi t'étais très télé, mais en tout cas... Si, je regardais la télé. Moi, j'avais pas énormément d'émissions. Et moi, je me souviens que de MTV Base, quoi. Moi, je regardais MCM. MCM, beaucoup MCM. Et donc, on avait un peu accès à la musique par cette chaîne-là spécifiquement. Et puis, à côté aussi, comme je te dis, les grands cousins qui allaient enregistrer des
des VHS de Ouais. clips de Tony Braxton, Voilà. etc., Non, c'est clair. TLC, etc. Donc j'ai un peu accès à cette musique de cette façon-là. Et puis ensuite, le R&B français, c'est vraiment plutôt pour moi, en tout cas au moment où j'entends le R&B français, c'est la fin des années 90 plutôt. Mhm. Donc c'est avec des artistes comme Vibe, et puis après, évidemment, et puis après, Matt au début des années 2000, Matt un Houston. peu de Karine, un peu de Wallen, Voilà. un peu de Aphrodisiaque. Aphrodisiaque, j'étais Ouais. archi fan en plus, leur premier album, début des années 2000 là. Donc j'écoutais un peu tout ça, et donc j'avais accès à cette musique de cette façon-là. Mais j'ai toujours écouté énormément de musique. Et puis à un moment donné, comme je t'ai expliqué, j'ai commencé à écrire sur la musique en 2015. Donc j'arrive en fait à écrire sur le R&B français aussi parce que il y a cette rencontre avec la maison d'édition qui s'appelle donc Audimat. Et D'accord. Audimat, c'est une maison d'édition, d'abord une revue Audimat spécialisée sur la musique, sur des sujets, on va dire entre guillemets, je vais pas dire niche, mais un peu quand même sur la musique. Et derrière, ils ont toujours un festival qui s'appelle Les Siestes, qui avait lieu à Toulouse, et il y a une version aussi à Pantin depuis 3 ans maintenant. Ok. Et donc en 2021 déjà, j'avais été invitée par Bintou, justement Bintou Silla, pour faire une sorte de table ronde avec Karine, où on parlait de la place des chanteuses noires dans la musique en France, et donc spécifiquement le R&B, et donc spécifiquement Karine, la carrière de Karine, etc. Oui. Et donc du coup, moi, dans ce panel-là, j'étais surtout là pour parler de R&B un peu, on va dire généralement, de la musique, de l'approche de la musique, de ses origines, etc. Et donc, quand je fais cet événement-là, il y a quelqu'un d'Audimat qui tombe sur l'événement et qui se dit « mais on aimerait vraiment faire quelque chose sur le R&B depuis longtemps. Donc, est-ce que tu pourrais venir travailler avec nous pour faire quelque chose sur le R&B français, spécifiquement une sorte de, on va dire, de histoire racontée du R&B et commentée avec certains titres. » D'accord. Et donc c'est ce que je fais avec eux en 2021 pour le festival Les Siestes à Pantin, Ok. qui est donc une émission d'1h30 où on passe pas mal de musique, on parle donc des différentes vagues qu'il y a pu y avoir dans le R&B français. Donc super intéressant, long. À la base on devait faire 1h, on fait 1h30. Et à ce moment-là, ils me disent, juste après, ils me disent, mais en fait, il y a tellement de choses à dire sur le R&B français, pourquoi il n'y a pas de livre? Est-ce que ça t'intéresserait de faire un Très livre? bonne question. Voilà. Et donc à ce moment-là, je dis, pas bête, Ouais. effectivement. Pourquoi C'est est-ce qu'il n'y a pas Ouais. de livre sur le R&B français? Je pense que c'est un peu ça la question à ce moment-là. Et pourquoi il n'y en avait pas, tu sais? Affaire à suivre, écoutez le prochain épisode pour avoir la réponse. Non, mais non, en fait, je pense que la réponse, elle est. Moi, je vais spéculer là tout de suite. Je pense qu'il y a peut-être en même temps, tu vois, au moment où ils me disent, tu peux écrire ce livre sur le R&B français, c'est aussi bizarre que moi aussi, à ce moment-là, je n'y ai pas pensé. Mhm. Enfin, que tu vois, que l'idée ne vienne pas directement de moi. Donc ça veut bien dire aussi que peut-être qu'à un moment donné, il y a une sorte d'impossibilité de penser un livre sur le R&B français, peut-être à cause de la situation ou du contexte de cette musique. Ouais. Peut-être aussi qu'il y a sûrement eu des tentatives dans le passé, mais est-ce qu'il y avait des maisons d'édition qui étaient assez intéressées pour publier un livre sur le R&B français, pour se dire que est-ce que ce sujet-là pourrait toucher des personnes, des gens, puisque que c'est vrai que ça a toujours été considéré un peu comme une musique de niche. Donc, exactement, une musique de niche, en plus très dénigrée aussi dans les années 2000, exactement. Où on se dit qu'elle n'a pas d'intérêt. Et spécifiquement en France, il y a vraiment cette sorte de mépris sur le R&B français. Plus qu'aux US? Ah oui, beaucoup plus. Aux US, le R&B, c'est une culture. Oui. Le R&B, c'est à partir des années 40. Qui peut s'asseoir et dire le R&B, c'est de la musique de merde? Absolument personne. En France, en tout cas, il y avait cette idée plutôt, vu que c'est une musique en tout cas qui commence à être populaire à la fin des années 90, dans les années 2000, il y a cette impossibilité déjà de penser le R&B comme un genre qui peut être lié au R&B américain, qui vient du R&B américain en soi. Impossibilité de le penser comme un genre qui peut venir du R&B américain et donc de la longue histoire culturelle de cette musique, et en même temps impossibilité aussi de voir cette musique comme intéressante pour plusieurs raisons, parce que du coup il y a on va dire toute cette façon de penser, peut-être les textes, on dit oui, les artistes n'ont pas de texte, en même temps les artistes qui le font sont des artistes noirs et arabes, donc il y a forcément une stigmatisation qui arrive. On est en France quand même, on n'oublie pas l'histoire esclavagiste, colonialiste, etc. On peut passer 3 heures à en parler. Donc il y a plusieurs en fait choses qui interviennent à ce moment-là pour on va dire
alimenter le mépris sur cette musique. D'accord. Je sais pas si Non, si. Non, mais enfin, voilà, non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, du coup, toi, tu fais ce livre aussi pour, comment dire, un peu défendre tout simplement cette musique, replacer les choses dans le contexte. Et parce que non, c'est pas une musique de niche. Et voilà, le R&B, par exemple, on a souvent critiquer cette musique en disant c'est de la variette, etc. Exactement, ouais. Donc, alors qu'en fait, non, c'est pas ça. Comme tu dis, c'est une culture. Ouais, et je pense qu'aussi la perception de cette musique, elle vient aussi peut-être, la perception de cette musique, pas par les personnes qui la faisaient, par les personnes qui l'écoutaient, genre toi, par exemple, dans les années 90, etc. Mais par, on va dire, l'industrie française, blanche, qui va dire non mais ça c'est de la soupe ou c'est de la variété, parce que du coup c'est pas des gens qui écoutent du R&B en fait, c'est des gens qui n'ont pas en fait la culture R&B pour comprendre cette musique et pour même développer les artistes qui font cette musique à ce moment-là. C'est pas mal de choses, j'ai eu pas mal d'entretiens avec des artistes qui disaient un peu tous la même chose, et c'était on arrivait dans des maisons de disques, les gens en fait, on nous signait parce qu'ils savaient que les années 90 en France spécifiquement, c'est un moment où il commence à y avoir ces musiques noires version francophone, et donc du coup il faut pouvoir signer des artistes noirs aussi. Donc il faut avoir les artistes qui ressemblent aux Américains, donc il faut signer des artistes noirs, mais dès qu'ils sont signés, on sait pas quoi en faire. On sait, parce que dans les maisons de disques, il n'y a pas les bons DA, il n'y a pas les références, ils ne connaissent pas du tout etc. cette culture. Donc comment tu veux faire en fait une musique, tu vois, il y a l'opportunité, l'opportunisme plutôt, se dire il faut qu'on en soit, mais en même temps il y a l'impossibilité, ou plutôt de vraiment développer en fait les artistes, et de pouvoir contribuer. Donc le R&B français, quand on y pense, on pense beaucoup à la fin des années 90, mais en réalité les premiers titres c'est début des années 90 en fait. Il ne devient vraiment que populaire à partir du milieu des années 90, fin des années 90, et réellement populaire en France pour le grand public dans les années 2000. Mais les artistes sont là, ils sont signés, ils ont commencé à faire des choses, ou alors ils dorment en maison de disques, entre guillemets, ils dorment, ils sont mis sur le côté, on ne produit pas leur album. Donc il y a toute cette question-là, mais pour revenir un peu à ta question de base de pourquoi il n'y a pas de livre, je pense que ça s'explique aussi de cette façon-là. C'est qu'il y a peut-être une façon de mépriser cette musique et de ne pas la voir comme une musique qui était digne d'avoir son livre et d'avoir, tu vois, de pouvoir être documenté en fait à ce stade-là en fait. D'accord. Surtout, c'est une musique qui pour moi, c'est une musique sœur du rap en France. S'il y a bien un pays où le rap et le R&B sont liés, c'est la France en fait. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est la France, et il faut voir en fait le nombre de médias et de livres qu'il y a pu y avoir sur le rap sur les dernières 10-15 dernières années, et pour le R&B, tu t'assois, tu te dis mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas un livre en fait. Donc du coup, toi, comment tu travailles par rapport à ce livre? Tu prends le temps alors tu retrouves ces artistes qui ont été les artistes phares. Tu as parlé de Karine, tu vas les voir, tu parles avec eux. Alors eux ou elles, parce qu'il y avait beaucoup de femmes aussi. Oui, il y avait des femmes aussi. Alors l'approche, elle était, on va dire, déjà, premièrement, je savais que je ne voulais pas spécifiquement écrire un livre qui serait une histoire exhaustive du R&B français. C'est vraiment une analyse. C'est un livre qui est plutôt un essai. C'est un essai, on va dire qu'un essai critique, où, certes, il y a une partie qui est historique, où je raconte un peu les débuts du R&B français, mais il y a aussi une partie où je parle des clips vidéo, par exemple, la place des femmes noires dans les clips vidéo de On peut R&B. en parler, ça. On peut en parler si tu veux. Après, je peux c'est tout un chapitre dans mon livre. Si vous voulez en savoir plus, achetez-le. Il faut de toute façon acheter le livre et le lire. Achetez-le. Et tu vois, il y a aussi un chapitre qui est principalement dédié aux albums, parce que je pense qu'à un moment donné, quand on parle de R&B, il y a beaucoup de débats, mais on parle rarement de musique, en fait. Donc, s'il faut parler de l'intérêt de cette musique-là, il faut pouvoir aussi analyser les albums et en ressortir un peu l'intérêt en fait artistique en fait de ce que les artistes ont pu apporter à ce moment-là pour cette musique française ou francophone. Et puis il y a aussi un chapitre où je m'intéresse au lien entre le R&B et le zouk
spécifiquement en France. Voilà, parce qu'il y a des enfin, il y a ce débat, on va pas polémiquer, hein, mais il y a ce débat de, voilà, en fait, à la base, c'est censé du R&B, puis après, tout le monde s'est mis à faire du zouk. Du coup, on sait plus, c'est un artiste R&B, on en parle encore aujourd'hui, hein, quand on parle d'artistes comme Dadju, comme Taïk. Ouais. En plus, maintenant, on est vraiment, voilà, comme tu disais, on a tellement de choses qui nous inspirent, tellement de musique, donc on mixe un peu tout, quoi. Enfin, dans cette musique-là, même si on va dire que Dadju est un artiste R&B, bien sûr, il y a les sonorités africaines. Ok. Et donc, non, mais c'était surtout, ce chapitre-là, c'était surtout pour replacer un peu le zouk aussi. Excuse-moi. C'est pour replacer le zouk aussi dans l'histoire, en tout cas le zouk R&B spécifiquement de Jean-Michel Rotin, Voilà. qui est la personne qui a, on va dire, conceptualisé cette musique, créé cette fusion, en fait, dans les Antilles françaises, francophones, etc. Et c'était pouvoir parler, en fait, aussi de cette version-là. C'est-à-dire que quand on parle souvent de R&B français, on a tendance à se dire, voilà, il n'y a que cette version qui sera... la version faite par des artistes dans les années 90 qui étaient principalement en IDF, donc en Île-de-France, ou alors parfois certains à Bordeaux. Je pense à Tribadiam, par exemple, qui venait de Bordeaux. Oui. Mais il y a aussi, en même temps, aussi, je pense que c'est ça aussi les spécificités du R&B français, c'est qu'à la fois, il y a cette circulation-là, en fait, qui vient aussi d'artistes qui étaient dans les Antilles à ce moment-là et qui commencent à faire un R&B qui est très lié au zouk, en fait. Oui. Et il n'y a rien de plus logique comme je pense, comme fusion en France spécifiquement, d'avoir du R&B avec du zouk. Déjà pour les origines de ces deux musiques, déjà aussi pour les sujets qui sont abordés, etc. Et puis aussi, à ce moment-là, je pense que là, c'est plutôt ce dont tu parlais il y a quelques secondes, c'est qu'au début, tu avais donc des artistes qui étaient R&B, et à un moment, dans les années 2000, il y a beaucoup d'artistes R&B qui ont commencé à faire du zouk. Alors que voilà, Jean-Michel Rotin, quand il fait son zouk R&B, c'est début des années 90. Donc en même temps, il y a plein de choses qui se passent comme ça, et je pense que c'est ça les spécificités du R&B français. Parce que parfois, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que le R&B français, c'est juste une version francophone du R&B américain Et non, c'est pas une imitation, c'est ça, parce que une derrière, adaptation, l'histoire n'est pas la même déjà. Elle est pas la même du tout. La langue n'est pas la même parce que ça demande aussi une certaine adaptation de pouvoir chanter du R&B en français. Les influences des artistes et des producteurs ne sont pas les mêmes non plus. Les styles de R&B français qu'il y a pu y avoir dans les années 90, on peut parler du groove à la française, on peut parler du zouk R&B, on peut parler du R&B entre guillemets de rue, etc. Ça, c'est des styles qui sont spécifiques en fait au R&B français. Et donc voilà, ce livre-là, c'était à la fois pouvoir parler, donc avoir cette approche critique, comprendre pourquoi est-ce que cette musique-là est arrivée en France, pourquoi les artistes qui l'ont fait, des artistes qui ont souvent commencé dans le milieu hip-hop aussi, ont décidé à un moment donné de faire du R&B français, spécifiquement du New Jack Swing quand même au début des années 90. Comprendre pourquoi est-ce que les premiers succès du R&B français c'était par exemple Ophélie Winter, se poser cette question, avoir une analyse assez claire. Pourquoi du coup alors J'en parle dans le livre, donc mais tu peux vous pouvez aller le lire. Vous pouvez aller le lire. Non mais c'est parce que si je te réponds tout de suite on passe 1 heure, donc du coup je pense que il y a beaucoup d'analyses en fait dans le livre, parler aussi de la musique spécifiquement, de ce que les artistes, certains artistes comme Vibe, comme Karine, comme Aphrodisia, comme Matt ont apporté en fait dans la musique R&B en France. Avoir aussi cette approche qui serait une approche plutôt visuelle du R&B, parce que quand on parle de R&B on parle souvent de musique, et donc c'est pour ça que je voulais parler des clips et de leur importance en fait, surtout dans l'histoire on va dire audiovisuelle en France, spécifiquement pour la représentation des femmes noires dans le monde audiovisuel. Donc voilà, c'était avoir une approche du coup qui serait un peu protéiforme en fait de l'histoire du R&B français, qui est pas, c'est pour ça que ça s'appelle une histoire et pas l'histoire du R&B français. C'est ma version en fait d'une histoire du R&B français qui est à la fois historique, en même temps on a aussi, l'impression que ça plein de choses tombe entre guillemets ça tombe au bon moment, puisque il y a quand même un retour quelque part de cette musique. On a cité Taïk, il y a des Mister Nov, machin, Monsieur Nov, pourquoi je l'appelle Mister Nov le pauvre. Non, mais qui en vrai est là depuis 15 ans. Il est là depuis 15 ans, mais d'un coup c'est comme si les gens, tu vois, l'année dernière on parlait énormément de lui, il a vraiment énormément d'actu. Donc tu dis bon, voilà, le livre, il est aussi là pour dire attends, ça revient quelque part.
il se passe un truc, non? Je pense que en fait, je pense que le rôle d'un livre, en tout cas le rôle que j'aimerais que mon livre ait, c'est plus une sorte ce serait bien qu'on puisse avoir une discussion sur le R&B français, qui soit une discussion qui soit peut-être un peu plus informée et peut-être moins je veux pas dire supposé, mais tu vois, quand tu écoutes souvent parfois certaines personnes, on va dire bon, le R&B français c'est les années 2000, on va dire voilà, il y avait Wallen, etc. machin, alors qu'en vrai le début des années 90 c'est plutôt N-Groove, c'est Karine, c'est Mélaz, etc. C'est Sensitive de Benny Malapa, parce que du coup dans le livre il y a tout un chapitre qui est une histoire orale du premier label de R&B français créé par Benny Malapa. Et donc du coup c'est avoir cette approche où on sait où on commence en fait. C'est quoi la base en fait de cette musique en France. Voilà. Et donc pour moi en fait, pour les personnes même qui font du R&B aujourd'hui, c'est important d'avoir cette question de transmission qui soit faite en fait, que tu puisses savoir la musique que je fais aujourd'hui, d'où elle vient, et mes influences, je pense qu'elles viennent de nulle part, alors qu'en réalité, il y a des personnes qui faisaient déjà ça en 91, 92, 93 en fait. Donc je pense que le rôle du livre, c'est plus en fait être une sorte de premier livre, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Enfin, on n'est pas là espère pour aussi. pas écrit par moi. Non, hein. mais pourquoi pas? Pas écrit par moi, hein, excusez-moi. Mais T'as d'autres. pas envie d'écrire que sur la R&B, c'est ça que tu dis? Je pense que t'as pu entendre que mon parcours n'a aucun sens, que je fais 15 000 trucs en même temps. Mais ouais, donc que ça n'a aucun sens, c'est un peu dur. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Je rigole, bien sûr, je Quand rigole. on est créatif, on s'intéresse à beaucoup de choses. Non, mais je rigole. Mais c'est une façon de dire en fait que j'ai écrit sur le R&B français, mais je ne saurais pas te dire quel sera mon prochain projet. Ça peut être une fiction, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi. Je suis assez ouverte à pas mal de choses, mais en tout cas, j'aimerais que ce soit pas le seul livre. Enfin, c'est bien que ce soit sur le premier, R&B. mais ce serait cool en fait qu'il y ait d'autres choses à écrire. Parce que comme tu disais, il y en a beaucoup sur le rap. Bah oui. Et là, il faut aussi qu'on parle de cette musique. Cette année, il y a eu un livre sur le rap de Boulogne. Il y a eu plein de... Par Nicolas Rogès d'ailleurs. L'éditeur était là hier. D'accord, voilà, de Nicolas Rogès qui est sorti cette année. Il y a peut-être une connexion à faire là. Je sais pas, la personne qui veut écrire le deuxième livre, contactez du coup l'éditeur qui était là hier, pas moi. Okay. Moi je vais déjà finir la promotion de celui-ci. Puis on voit. La promotion, elle se passe bien? Oui, super. Okay. Ouais, super. Ouais. J'ai eu pas mal d'interviews et merci aussi encore une nouvelle fois pour l'invitation. Ouais. Donc voilà, il y a un intérêt pour cette musique et en plus une musique que toutes les générations aussi. Voilà, ça touche toutes les générations plus âgées comme moi mais aussi ceux qui la découvrent. Ok, et ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter là ici, mais quand même il faut qu'on sache comment se procurer ton livre. Alors il est disponible, il peut être commandé sur le site de la maison d'édition qui s'appelle Audimat. Donc vous tapez Audimat sur Google, vous allez le trouver. Ça s'appelle Sensible, une histoire du R&B français. C'est vrai qu'on n'avait pas dit le titre. Oui, on était tellement... Non, je pense que tu l'as dit. Je pense que tu l'as dit au début. Mais bon, faut le redire plusieurs fois. On était dans la pub, répétition. Normalement, c'est 3 fois. Ouais, je le redis encore. Donc Sensible, une histoire du R&B français, publié chez Audimat, disponible à la Fnac et dans les librairies en France, à Paris aussi, il y en a beaucoup qui le vendent. Donc, et sinon, plus simplement, vous pouvez aller sur le site de la maison d'édition et le commander et le recevoir chez vous. Ok. Voilà. Magnifique. Comment on peut te trouver, toi, sur les réseaux sociaux? Puisque on l'a dit, tu es quelqu'un qui écrit, donc on veut voir le reste. Alors, sur les réseaux sociaux, Roda Chococam, tout collé, @Roda Chococam sur Instagram. Je suis sur Twitter aussi, mais c'est pas le même pseudo. Roda, mais vous faites Rodaté, vous allez me trouver. Et voilà, après, Instagram et Twitter, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal, c'est du travail. Alors moi, je vais finir quand même par les petites questions gimmicks. Oui, vas-y. Tu vas pas y couper. Je sais pas ce que c'est, mais vas-y, dis-moi. La première, c'est quel est pour toi le meilleur album de tous les temps? Waouh. Non, mais tout le monde a cette réaction. Le meilleur album de tous les temps. Waouh. T'as une seconde pour réfléchir. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je pense que tellement de musique que t'as pas de préférence. J'écoute trop de musique. Enfin, surtout. Non, mais il y a toujours
un truc qui... Je peux te donner un album. Je suis même pas sûre que de pouvoir te donner un album par genre, en fait, tu vois. Mais là, tout de suite, je sais pas. Enfin, l'album auquel j'ai pensé assez automatiquement, c'est pas le meilleur album de tous les temps, mais c'est un album que j'écoute beaucoup et qui pour moi a très très bien vieilli, est très bien produit, est assez incroyable. Et je pense que c'est un album aussi qui revient pas mal dans la liste de pas mal de musiciens comme étant un très bon album. C'est Voodoo de D'Angelo, je pense. C'est pas le meilleur album de tous les temps, hein, je tiens à le préciser, mais je pense que c'est un des albums en tout Après, cas qui c'est pourrait être dans mon top subjectif, 10 en fait, je pense. Ok. Ouais. Magnifique. Très bonne ref. D'accord. Deuxième question. Quel est ton projet le plus fou? Mon projet le plus fou? Waouh. C'est pareil, ça, c'est subjectif. Hein. Ouais, c'est Ça complètement. peut être fou au peut sens être ça t'a ouvert. rendu dingue ou au sens tu t'y attendais pas. Je sais pas, parce que c'est t'as fait beaucoup de choses. Je sais pas si c'est un projet le plus fou, mais c'est vrai qu'écrire ce livre aussi, c'était assez. Pour moi, si tu m'avais posé la question il y a 4 ans, est-ce que tu aurais écrit un livre sur le R&B français? Je pense que je t'aurais pas dit oui. Enfin, je t'aurais dit impossible ou un truc comme ça. Donc là, que ce livre-là ait trouvé une maison d'édition, qui soit sorti et il commence à avoir la vie qu'il a, je trouve ça assez fou. Ouais. Je suis assez d'accord. Est-ce que tu vas souvent en concert? Oui. Ouais. Très bien. Quel est ton dernier concert? Ouh, c'est chaud parce que ça remonte en plus. Mais là, il faut que je boucle mes prochaines places. Je suis allée voir Jill Scott cet été. Ah oui, moi aussi. Ah bah voilà, on est dans la même salle. Ouais. Oui, je pense que c'était Jill Scott. Donc, Laisse-moi on réfléchir. revient à la musique soul. Ok. Ouais, juillet, Jill Scott, c'était super en plus ce concert. Hein. Superbe énergie. Super concert, mais je me souvenais pas de Jill Scott comme ça. Elle a dit plein de gros mots, j'ai dit waouh. Elle a un certain âge quand même. Tu vois, je me suis dit ah ouais, ok. Ouais, mais Jill Scott quand même sur son premier album, il y a Girl in the Way qui est un truc où elle dit qu'elle va aller taper une go quand même. Donc je pense que Jill Scott. Tu vois, j'avais pas ce souvenir là, mais superbe concert. Ouais, superbe concert. énergie. Superbe énergie, ouais. Ouais, il y avait plein d'Américains dans la salle. Beaucoup d'Américains. Ouais. J'ai trouvé ça, moi, tout autour de moi, j'étais entourée par des Américains. Après, l'été à Paris, tu vois, Jill Scott. Et surtout, les concerts coûtent un peu moins cher à Paris. Elle a en plus, ça c'est vrai ça. Qu'aux États-Unis, donc. C'est hyper cher là-bas. C'est hyper cher, ouais. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, ça veut dire que les gens continuent à la suivre. Oui, bien sûr. Super. Bien sûr. Moi, j'ai cité D'Angelo, mais le premier album de Jill Scott, c'est un classique. 3 fois platinum chez moi, hein. Disque de platine chez moi. Ouais. D'accord. Ok, et ben écoute Rhoda, c'était un vrai plaisir. Bah merci. On le redit, hein, son livre, il faut se le procurer. Sensible. Une histoire du R&B français. Documentez-vous les amis. Et voilà, merci beaucoup. Bah merci à toi. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner une petite étoile, plusieurs d'ailleurs, ou un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, à le partager pour m'aider à avoir plus de visibilité. Merci, à très vite pour le prochain épisode. Culture Switch.